mot ce soir sur un apport récent justement des sciences de l'évolution concernant la question du développement des cultures humaines. Est-ce que les cultures humaines ont une fonction adaptative ou est-ce qu'elles ont aussi d'autres fonctions? Vous savez que les sciences de l'évolution, elles inscrivent l'Homo sapiens dans la continuité de sa filiation animale et que donc c'est évidemment pas la spécificité des cultures humaines qui les intéresse le plus, mais la continuité avec les formes de protoculture que l'on peut observer dans les sociétés de chimpanzés. Et du coup, étant donné que dans l'étude du monde animal et végétal, la question de l'adaptation, comme vous le savez, est au cœur du darwinisme, l'idée, évidemment, qui vient spontanément aux tenants des sciences de l'évolution, c'est que les cultures humaines prolongent ont également cette visée adaptative. Si vous voyez les documentaires à la télévision sur l'histoire de l'homme, il y en a de temps en temps, par les formes humaines les plus anciennes, et puis on voit l'évolution, etc. C'est toujours commenté dans la perspective du darwinisme, évidemment, donc en termes d'adaptation, et ce genre de documentaire ne manque pas de souligner, voire de célébrer les remarquables capacités d'adaptation de l'Homo sapiens. Bon, c'est pas faux, mais voilà, c'est peut-être pas toute la vérité ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Les ouvrages savants, c'est un peu la même chose. Les ouvrages qui sont écrits par des chercheurs dans les sciences de l'évolution ont également cette conception adaptative des cultures humaines. On peut dire, en paraphrasant Clausewitz, que pour la plupart des auteurs, la culture n'est rien d'autre que la continuation de l'adaptation biologique par d'autres moyens. Et c'est le cas encore je disais, l'ouvrage récent qui est paru cette année aux États-Unis, c'est un ouvrage excellent, mais le présupposé, c'est que les cultures humaines ont une fonction adaptative, ce qui est indéniable, mais du coup, les limiter à ça, c'est peut-être un problème. Bon. Alors ces documentaires ou ces livres que j'évoquais là, il se dégage de tout ça une vision de l'homme optimiste et rassurante, puisque l'homme a des capacités d'adaptation formidables, en très peu de temps il a envahi toute la planète, le pôle Nord, l'équateur, tout ça, pas de problème. Bon, donc on se dit c'est formidable, on est vraiment une espèce formidable. Mais, et il vient d'évoquer, c'était évoqué aussi par Daniel Bougnou, à côté de ces visions de l'aventure humaine, nous nous trouvons confrontés à un tableau qui est au contraire pessimiste et inquiétant, et qui est celui des problèmes écologiques. Et vous voyez bien que ces problèmes, ils occupent de plus en plus de place dans la presse quotidienne et de la télévision, et vous savez aussi qu'ils croissent de manière exponentielle. Bon. Donc, il est évident que le mode de vie de la plupart des sociétés humaines aujourd'hui, il est gravement inadapté à l'environnement. Alors donc, on est pris entre deux discours qui sont contraires. L'un qui célèbre les capacités d'adaptation de l'être humain, et un autre qui nous dit, mais non, ce qu'on fait, c'est complètement inadapté. Bon, alors comment tirer les conséquences de cette contradiction? On peut imputer ce tournant négatif. On pourrait dire, bon, dans le fond, auparavant, les sociétés humaines s'adaptaient très bien, mais depuis quelque temps, en revanche, ce n'est plus le cas, à cause du caractère prométhéen de la technoscience et à cause de la propension humaine à la démesure, alors qui, elle, peut-être a toujours été, mais qui a maintenant des moyens de se déchaîner, etc. Bon, c'est vrai, je ne conteste pas, d'ailleurs, j'avais écrit un livre il y a quelques années
sur le prométhéisme, l'histoire du prométhéisme dans les derniers siècles. Mais on peut approfondir cette analyse, on peut aller plus loin et questionner donc la thèse générale selon laquelle les cultures ont une fonction adaptative. Et les biologistes eux-mêmes ont tiré un peu la sonnette d'alarme par rapport à cette vision adaptationniste du vivant. C'est le cas de Darcy Dobson au début du XXe siècle, dans son livre Forme et croissance, qui a toujours aujourd'hui un intérêt pour les biologistes actuels, qui souligne le fait que le vivant il croît selon des lois qui lui sont propres. Et bien sûr, il faut qu'il s'adapte parce que c'est nécessaire, mais il ne croit pas pour s'adapter. Je vais revenir sur cette distinction. Stephen Jay Gould également, il a écrit des choses sur l'adaptationnisme féroce, critique. Donc il faut bien voir que s'adapter, ce n'est pas une fin en soi. Les végétaux, les animaux, ils ne vivent pas pour s'adapter. Ils vivent pour vivre. Simplement, il se trouve que pour vivre, effectivement, il faut s'adapter. Et chez l'Homo sapiens aussi, s'adapter est une nécessité, mais elle reste subordonnée à ce qu'on pourrait appeler le vouloir vivre. Je reprends l'expression de Schopenhauer, le vouloir vivre ou au désir de vivre. S'adapter, on pourrait dire s'adapter, ça répond au principe de réalité et pas au principe de plaisir. C'est-à-dire, on le fait parce qu'il faut bien, mais ce n'est pas la visée ultime du vivant que de s'adapter. Bon, voilà la distinction générale de rappeler. Et donc les sciences de l'évolution ne sont pas adaptationnistes à 100%, et dans leur développement les plus récents, elles ouvrent d'autres pistes que celles de l'adaptation. Je vais vous dire quelques mots. Deux pistes particulièrement, l'une que les biologistes appellent construction de niche, et la seconde qui concerne le fonctionnement de la sélection sexuelle. Alors, construction de niche, qu'est-ce que les biologistes entendent par là? Il y a un caractère ambigu dans les activités de modification de l'environnement, auquel se livrent pas mal d'animaux. Vous pensez aux insectes sociaux, les fourmis, les abeilles, les termites, les castors. Ils modifient l'environnement. Alors on peut dire, oui, c'est pour mieux s'y adapter. Oui, mais on peut dire aussi que ces animaux créent l'environnement qui leur convient. Donc, création d'un environnement qui leur convient mieux que l'environnement naturel. C'est quelque chose que le biologiste Richard Lemontin, je prononce à la française, Richard Lemontin, en fait, il faudrait prononcer à l'américaine. Richard, you want to. Bon. C'est mieux, hein, c'est plus chic. Hein. Ouais. Force à s'adapter. Il a souligné aussi cette importance pour le vivant. Non seulement il s'adapte, mais il modifie l'environnement pour qu'il lui convienne davantage. Bon. Et c'est ce qui se passe évidemment aussi dans les cultures humaines, et même à une échelle beaucoup plus considérable que chez d'autres espèces. Et nous sommes donc nous aussi portés à nous constituer, à nous construire une niche, une bulle, un Umwelt mental. Et d'ailleurs, le langage courant pointe la tendance humaine à prendre ses désirs pour des réalités, c'est-à-dire à se créer un univers, sinon physique, au moins mental, qui nous convienne davantage que le monde dans lequel nous sommes jetés. Et donc, il s'agit, si vous voulez, d'adhérer à des représentations et des récits qui, d'une part, nous épargnent le coût et le déplaisir que cause toute épreuve de réalité. On pourrait dire que c'est une forme d'homéostasie psychique. Et donc là, c'est l'économie du vivant qui se prolonge dans le psychisme,
avec cette même nécessité de se prémunir contre ce qui mettrait à mal l'équilibre interne. Donc, adhérer à des représentations culturelles et des récits qui permettent ça, d'une part, et d'autre part, qui améliorent et agrandissent l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. De ce point de vue-là, les humains sont champions. Peu de folie des grandeurs chez les animaux, chez les humains, ça se déploie. Il faut toujours se tenir en laisse, en quelque sorte, pour ça partir. Tiens-toi. Donc voilà, vous avez une piste qui est avancée par des biologistes, mais qui qui se prolonge, qui peut être inspirante aussi pour comprendre les cultures humaines et comprendre qu'elles n'ont pas qu'un rôle adaptatif, mais un rôle de création d'une réalité seconde qui nous convient. Bon. Qui risque donc de décoller par rapport à la réalité de fond, si vous voulez, qui existe indépendamment de nous. Je passe au deuxième point, le fonctionnement de la sélection sexuelle. Vous savez que Darwin a écrit un énorme bouquin là-dessus. Donc il n'y a pas que l'adaptation au milieu environnant. Ce qui est très important aussi chez les animaux, c'est qu'ils se reproduisent. Et pour qu'ils se reproduisent, il faut qu'ils aient des caractères sexuels qui sont intéressants pour les autres, pour l'autre sexe. En général, c'est les mâles qui se mettent en quatre pour que les femelles voient quel est le genre de gars qui les intéresse. Et ce qui est très intéressant dans tout ça, que Darwin avait déjà bien vu, c'est que les caractères sexuels secondaires, ça peut être n'importe quoi. C'est là, on va dans l'arbitraire, on n'est pas dans une adaptation, on est dans quelque chose qui se développe, où la vie se donne libre cours. Vous avez, bien sûr, les plumes des coqs de bruyère, les bois des cerfs, etc. Vous avez le nez du nasique, si vous avez lu Vol 747 pour Sydney, si vous êtes un téléphile, vous connaissez le nasique, qui est un singe de Bornéo, qui a un nez particulièrement volumineux et pendant, et qui se développe chez les mâles, et qui est une source d'attrait pour les femelles. Donc vous voyez, là, les choses les plus bizarres peuvent venir jouer un rôle dans la relation sexuelle. Il faut qu'il y ait coévolution entre un caractère physique qu'affiche un mâle et les goûts des femelles. Et là, on commence à voir que peut se développer dans l'interrelation, justement, entre les êtres, des éléments tiers qui sont arbitraires et donc possiblement qui décollent par rapport à leur adaptation au milieu physique. Bon, voilà, donc vous avez toutes sortes d'aspects dans les cultures humaines. Ce genre de phénomène se développe de manière énorme et les créations arbitraires qui sont comparables aux nez du nazi peuvent être encore plus... parce que l'enfant nazi qui survit quand même, même avec son gros nez. Mais nous, dans les sociétés humaines, si nous développons des traits qui nous plaisent beaucoup et qui nous plaisent les uns aux autres, donc on trouve que c'est très bien, que c'est très juste et que c'est très vrai, mais ça peut être complètement déconnant par rapport au milieu extérieur. Voilà, alors vous avez toutes sortes on pourrait citer des formules qui résument en quelque sorte une espèce de consensus d'un moment, comme ça, mais qui rétrospectivement paraissent tout à fait non seulement fausses, mais désastreuses. Par exemple, l'Algérie, c'est la France. Ben oui, pendant pas mal d'années, on a screené ça. Bon, on a vu ce que ça donnait. Alors, autre affirmation actuellement soutenue par EDF, l'EPR, c'est l'avenir. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà, bon, je ne vais pas continuer parce que là, j'arrive au bout de 8 heures. Donc, je vais juste, pour terminer, dire que les cultures humaines, à quoi elles servent si elles ne servent pas seulement à s'adapter, elles servent à faire que les êtres humains aient une existence psychique.
Et croyez-moi, c'est du boulot. Parce que dès que des gens se désocialisent, le psychisme s'effondre. Bon, ça, les psychiatres, ils en connaissent un rayon là-dessus. Bon, donc, les cultures humaines, elles ont un rôle de soutien de l'être psychique humain, et comme ce soutien il est extrêmement vulnérable, fragile, parce que l'acculturation des gens, ça se fait pas comme ça, évidemment, voilà, l'être humain est beaucoup plus fragile qu'on ne voulait le penser auparavant. Plus ça va, plus on est amené à voir que le psychisme humain est beaucoup plus fragile que ce qu'on voulait croire autrefois. Bon, je pourrais donner des exemples, mais je m'arrête là-dessus pour laisser la parole à notre ami Corinne Buch.